Il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. La réputation que sa capacité lui avait acquise lui donnait la liberté de paraître souvent devant les juges, ce qu'elle faisait toujours, sans perdre la pudeur ni la modestie qui lui attiraient le respect de tout le monde. Sa vertu, tout élevée qu'elle était, ne se trouva pas au-dessus de l'envie. Mais parce qu'elle avait amitié particulière avec Oreste, elle fut accusée d'empêcher qu'il ne se réconciliât avec Cyril. Quelques personnes transportées d'un zèle trop ardent, qui avait pour chef un lecteur nommé Pierre, l'attendirent un jour dans les rues, et l'ayant tirée de sa chaise, la menèrent à l'église nommée Césaréon, la dépouillèrent et la tuèrent à coups de pots cassés. Après cela, ils hachèrent son corps en pièces et les brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyril, mais toute l'église d'Alexandrie, étant certain qu'il n'y a rien de si éloigné de l'esprit du christianisme que le meurtre et les combats. Voilà à peu près tout ce que rapporte de la vie d'Hypatie d'Alexandrie l'un des seuls auteurs contemporains des faits ayant écrit son histoire. Il s'appelait Socrate le Scolastique. C'était un homme de loi et historien chrétien ayant vécu à Constantinople à la fin du IVe et au Ve siècle de notre ère. Il y a bien sûr d'autres sources, nous y reviendrons, mais pour ce qui est de résumer l'essentiel de ce que l'on sait d'Hypatie et de son destin tragique, on pourrait presque se contenter de ces quelques lignes. Pourtant, Hypatie jouit d'une popularité et d'une postérité importantes, régulièrement réactivée depuis la Renaissance par les artistes, écrivains, philosophes et plus récemment cinéastes. Et c'est presque un problème, car qui veut approcher la vraie Hypatie doit d'abord s'affranchir des siècles de discours qui se sont accumulés à son propos. Il faut ensuite reconstituer le puzzle de son existence, dont la plupart des sources ne font mention que sur quelques lignes en passant. Socrate le Scolastique, on l'a dit, est la source la plus fiable, puisqu'il a été contemporain des faits et a eu accès à des témoignages de première main. Mais lui-même n'en dit pas grand-chose. Nous avons aussi la chance d'avoir une source exceptionnelle, particulièrement importante pour connaître son enseignement et son milieu social. La correspondance de Synésios, l'un de ses élèves, originaire de Cyrène dans l'actuelle Libye. Il faut ensuite utiliser des sources plus tardives, comme la vie d'Isidore, un philosophe alexandrin contemporain d'Hypatie, rédigé par l'un de ses disciples, Damasius, 1 ou 2 générations après la mort de la philosophe. Viennent ensuite des sources d'époque byzantine, dont la plupart reposent sur les précédentes. La Souda, un lexique du Xe siècle, et quelques chroniques. Toutes ces sources parlent d'Hypatie de manière élogieuse. On ne connaît qu'un document ouvertement hostile à la philosophe. Il s'agit d'une histoire écrite au 7e siècle de notre ère par un certain Jean de Niciou, ecclésiastique de Basse-Égypte. Jean est bien peu sympathique, mais il a eu accès aux sources de l'église d'Alexandrie et nous apporte de ce fait un autre éclairage précieux, notamment sur les circonstances de son assassinat. Mais une fois qu'on a rassemblé les pièces du puzzle, on reste un peu frustré, car il ne reste pas grand-chose, et la femme Hypatie nous échappe encore largement, et probablement, c'est le plus triste, pour toujours. Son histoire a cependant beaucoup à nous dire, il ne faut pas renoncer à la reconstituer. Qui était Hypatie d'Alexandrie? Que nous raconte son histoire? Je vous propose d'en venir aux faits. Qu'est-ce que c'est qu'un historien? Nous autres historiens, nous sommes prisonniers quand même d'une information. L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est quelqu'un qui, Marc Bloch le disait, est un spécialiste du changement. Et nous trouvons des traces écrites. L'histoire n'est pas une science comme les autres, en particulier du fait qu'elle peut être faite, et elle peut être bien faite. Elle peut être faite d'une façon intéressante par des non-professionnels. Du fait des lacunes de nos sources, il est moins facile de reconstituer la biographie d'Hypatie que de peindre son environnement. Hypatie est comme une silhouette, dont les contours se précisent selon le moment ou le point de vue adopté par l'observateur. De toute façon, pour comprendre son destin, on ne peut faire l'impasse sur le contexte politique et religieux de l'Empire romain et de l'Alexandrie de son temps. Si la date de naissance d'Hypatie est inconnue, nous y reviendrons, on est certain qu'elle a vu le jour dans la deuxième moitié du IVe siècle après Jésus-Christ, à Alexandrie, en Égypte,
dans un empire romain en mutation, et on pourrait même dire en crise. En 378, à Andrinople, dans l'actuelle Turquie, l'armée romaine a subi sa pire défaite en 5 siècles contre les Goths, et l'empereur Valens y a même trouvé la mort. Si l'Égypte reste relativement épargnée par la menace barbare depuis la fin du IIIe siècle, le règne du successeur de Valens aura des conséquences décisives dans la vie d'Hypatie. Il s'agit de Théodose, qui régna de 379 à 395. Théodose est un empereur chrétien, une religion tolérée dans l'Empire depuis un édit de Constantin en 313. Mais Théodose va plus loin. Par un autre édit, en 380, il fait du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire romain, et par un décret de juin 391, interdit carrément les cultes païens. C'est un tournant, car de religion persécutée, le christianisme devient persécuteur. Mais ce n'est pas tout. À sa mort, pour faciliter la défense d'un empire dont les frontières sont de plus en plus sous pression, Théodose divise l'empire entre ses 2 fils, Honorius en Occident et Arcadius en Orient. Ce dernier changement n'a certes pas bouleversé le quotidien des Alexandrins. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un tel partage a lieu. Mais les successeurs de Théodose en Orient, Arcadius puis Théodose II, poursuivent sa politique de christianisation hostile au culte païen traditionnel. Cette politique a eu des conséquences directes sur le destin d'Hypatie et de ses compatriotes alexandrins. Alexandrie, c'est le théâtre de notre histoire. C'est là qu'Hypatie a vu le jour, et elle ne l'a vraisemblablement jamais quitté de sa vie. Alexandrie est la 2e ville de l'Orient romain par ordre d'importance, après la capitale, Constantinople. Elle est le siège du préfet d'Égypte, gouverneur civil de la province, représentant de l'empereur et véritable détenteur de l'autorité politique, flanqué d'un gouverneur militaire. À Alexandrie, le préfet d'Égypte gouverne avec une assemblée, la Boulée, sorte de conseil municipal rassemblant les notables alexandrins. Alexandrie est aussi une cité multiconfessionnelle, où se côtoient fidèles des cultes traditionnels méditerranéens, les païens quoi, des juifs et des chrétiens. Le christianisme s'y est développé au cours du 1er siècle de notre ère, d'abord au sein de la communauté juive, puis au-delà, chez les Égyptiens et les Grecs. Au IVe siècle, Alexandrie est un haut lieu du christianisme. C'est le siège d'un patriarcat, l'évêque de la cité, est l'un des 5 patriarches qui bénéficient de privilèges honorifiques au sein de l'Église, avec ceux de Rome bien sûr, Constantinople, Antioche et Jérusalem. Le prestige qu'il en retire en fait un rival politique du préfet, ce qui ne sera pas sans conséquence dans l'histoire qui nous intéresse. Alexandrie est aussi un haut lieu du savoir et de la pensée antique. Son musée et sa bibliothèque aux 500 000 rouleaux accueillent des chercheurs payés par l'État depuis l'époque ptolémaïque, représentant tous les domaines de la science antique. Le complexe, composé du musée et de la bibliothèque, accueillait à demeure 30 à 50 érudits et était composé d'un grand hall, d'une salle à manger circulaire couverte d'un dôme, d'un observatoire en terrasse et entouré de salles de classe, d'esplanades, de jardins et même d'un parc zoologique avec des espèces exotiques. Certes, ce complexe n'est plus tout à fait ce qu'il était à sa fondation. Il a subi les aléas du temps et sa bibliothèque a beaucoup souffert des péripéties militaires, dont les derniers en date au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais c'est une autre histoire. À ce complexe, il faut ajouter la bibliothèque fille, où avait été déplacée une partie des livres de la bibliothèque du musée, dans une annexe du temple de Sérapis, mais aussi les diverses écoles de philosophie, de rhétorique, le didascaléion chrétien et son équivalent juif. Bref, c'est un lieu où il fait bon étudier. C'est dans cet environnement favorable qu'enseignait le père d'Hypatie, le mathématicien et astronome Théon, qui a peut-être été le directeur de la bibliothèque. Alexandrie, enfin, est une cité agitée. Les conflits religieux qui divisent l'Empire s'y répercutent avec violence. Entre chrétiens de différents courants, nicéens et ariens par exemple, entre chrétiens et païens, fut un temps entre juifs et païens, et entre chrétiens et juifs. À l'échelle de l'Empire tout entier, les rapports de force entre évêques et empereurs, entre autorités religieuses et politiques, commencent à ressembler à ce qu'ils seront au Moyen-Âge. Ces conflits impliquent donc systématiquement le pouvoir civil du préfet, le pouvoir religieux de l'évêque, la plèbe d'Alexandrie dans ses différentes composantes, et les moines du désert. Tous ces acteurs sont partie prenante de notre drame, dont il convient maintenant de présenter la protagoniste. Hypatie est la fille du mathématicien et astronome Théon d'Alexandrie. On ne connaît pas sa mère, ni ses éventuels frères et sœurs. Si la date de sa mort,
415, est connue, on ignore celle de sa naissance. On la situe généralement entre 355 et 370. Là encore, l'ombre de son destin tragique pèse sur cette question. Au XIXe siècle, on a voulu l'imaginer fauché dans la fleur de l'âge par le fanatisme religieux. On a donc longtemps privilégié la date de naissance la plus tardive, qui la faisait mourir à 45 ans et non à 60. C'était en outre plus sexy à mettre en scène dans un roman ou dans un film. Mais ces considérations esthétiques mises à part, plusieurs arguments plaident pour une naissance plus ancienne. Pour l'historienne Maria Dielska, qui lui a consacré une étude très documentée en 2010, 355 est la date la plus probable. Tout d'abord, parce qu'à lire les lettres que lui a adressées son disciple Synésios, les marques de respect employées plaident pour une forte différence d'âge entre l'auteur de la lettre et sa destinataire. Par ailleurs, on sait que Synésios a étudié auprès d'elle dans les années 390 et il est très peu probable qu'une femme de 20 ans ait eu le temps de se distinguer au point d'attirer à elle des étudiants de tout l'Orient romain. Toujours est-il qu'elle a grandi dans un environnement favorable à son éducation, au point de devenir, comme son père, mathématicienne et astronome, mais aussi philosophe, ce que son père n'était pas. Elle parvint ainsi à ouvrir sa propre école à Alexandrie à la fin du IVe siècle. En tant que femme et scientifique, elle constitue une exception dans le monde grec, la femme ayant traditionnellement vocation au mariage et à la maternité. Hypatie put faire le choix du célibat et de la chasteté, et à la mort de son père, difficile à situer dans le temps, probablement au début du Ve siècle, elle semble avoir vécu sans tuteur légal. La noblesse de sa naissance, son prestige en tant que savante, son aura de philosophe, ainsi que l'exemplarité de son mode de vie peuvent expliquer une telle liberté. Mais gardons à l'esprit que les sources manquent et que l'on ne sait pas tout, loin de là. Alors dans quel cadre dispensait-elle son enseignement ? Dans le monde gréco-romain, il existait un enseignement public et gratuit, payé par les cités. Mais l'existence d'une chaire publique de philosophie à Alexandrie est discutée par les spécialistes. On n'est pas sûr, mais on sait qu'elle donnait des conférences publiques, ainsi et surtout qu'un enseignement privé destiné à un cercle de disciples plus restreint. Hypatie dispense un enseignement essentiellement élitiste. Il ne faut pas l'imaginer donnant dans l'éducation populaire. Certes, ses cours étaient ouverts à des élèves de toutes les confessions, païens ou chrétiens, et ces derniers étaient particulièrement nombreux. Mais par sa naissance et son éducation, Hypatie est une aristocrate païenne, et la correspondance de Synésios en atteste, son enseignement s'adresse à d'autres aristocrates qui cultivent un fort sentiment de supériorité et une solidarité exclusivement tournée vers leurs semblables. On parlerait aujourd'hui de solidarité de classe. De nombreux disciples d'Hypatie ont fait carrière dans l'administration impériale ou dans la hiérarchie ecclésiastique. Synésios est devenu évêque de Cyrène. On sait aussi que vers 414-415, le préfet d'Égypte lui-même, le fameux Oreste, lui aussi chrétien, faisait également partie de ses auditeurs réguliers. Maria Dielska énumère de nombreux exemples de ses disciples au CV tout aussi rempli, je vous en fais grâce, mais retenez cet état de fait, car il explique en grande partie l'influence politique qu'on lui attribue. Au passage, notez qu'on n'a aucune trace de femme ayant assisté à ses cours. À lire les échanges entre deux de ses disciples, Herculien et Synésios, il semble même que les femmes aient été bel et bien exclues du cercle de ses disciples. Pour eux, le savoir d'Hypatie l'élevait, je cite, « au-dessus de son sexe », ce qui veut tout dire. N'allons donc pas faire d'Hypatie une précurseur du féminisme ou de l'émancipation des femmes, ce serait anachronique. N'allons pas non plus imaginer Hypatie comme une enseignante-chercheuse contemporaine. Hypatie enseigne la philosophie néoplatonicienne, l'une des 4 écoles philosophiques en activité sous l'Empire romain, avec celle d'Aristote, l'épicurisme et le stoïcisme. Elle fut même la première femme à le faire à Alexandrie. Ne nous laissons pas impressionner par les ismes. À l'époque d'Hypatie, ces différents courants ont fini par se fondre dans le néoplatonisme, une relecture de la philosophie de Platon, enrichie par des apports orientaux. C'est un Égyptien, Plotin, qui a fondé cette école au milieu du IIIe siècle de notre ère. En quoi consistait dès lors son enseignement ? C'est là qu'il faut faire attention à ce que l'on entend par science. Nous vivons dans un monde où la science s'est constituée en sphère autonome, avec ses règles de production du savoir, son éthique et ses institutions. Il n'en est rien à l'époque d'Hypatie, et ce ne sera pas le cas avant l'époque moderne, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et encore, ce n'est pas toujours gagné. Hypatie professe un enseignement à la fois scientifique, philosophique, et nous dirions même aujourd'hui religieux.
Il consiste pour l'essentiel en la lecture et aux commentaires des philosophes grecs, souvent sous la forme de dialogues entre le maître et ses élèves. Le néoplatonisme professé par Hypatie semble reprendre l'idée de Platon sur le rejet du monde matériel par la pratique de l'ascèse. En gros, tout ce qui est terrestre est une déformation de la réalité divine, et il faut se détacher des réalités matérielles pour s'en approcher. Mais il associe à cette idée l'éthique du bonheur présente chez Aristote. Le néoplatonisme fait la part belle à la contemplation, c'est-à-dire à la méditation, à la spéculation philosophique, et selon lui, la sagesse consiste à rejeter le monde sensible, le monde matériel, et ses passions au profit de la seule raison, et de la quête d'une union mystique avec la divinité. Ce n'est pas pour autant qu'un enseignement théorique, mais une pratique qui s'incarne dans l'exercice quotidien de la vertu, jusque dans le port du vêtement, le tribon, manteau drapé des philosophes que portait Hypatie au quotidien, mais qui se traduit aussi dans des actes porteurs de sens. Une anecdote, rapportée par Damascius, permet d'illustrer cette pratique philosophique. Un conseil, si vous êtes en train de manger, faites une pause, finissez votre repas, et reprenez votre écoute plus tard. Un élève d'Hypatie se serait épris d'elle, et lui aurait, le malheureux, avoué son amour. Pour le punir, et lui donner une bonne leçon, Hypatie décida de lui offrir ses protections hygiéniques, souillées de son sang menstruel, en lui disant, je cite, « Voilà ce que tu aimes, jeune homme, mais tu n'aimes rien de beau. » Fin de citation. Ah, je vous avais prévenu, c'est toute une conception de la pédagogie. Heureusement qu'on n'avait pas inventé l'inspection académique. Bien sûr, il faut aller au-delà de l'anecdote. Pour la philosophe, ce geste était un moyen de rappeler à son élève que le corps féminin n'était qu'un ensemble d'organes indignes de l'amour véritable, et qu'en tant que disciple, il ferait mieux de s'intéresser à la divinité plutôt qu'au simulacre peuplant le monde terrestre. Ainsi, dans les lettres de Synésios, Hypatie est décrite non seulement comme une grande savante, comme une pédagogue, mais comme une sainte, une guide spirituelle. Sa vocation est d'aider ses disciples à trouver la part du divin en eux. Le cercle philosophique d'Hypatie est une véritable communauté, dont les membres sont liés par des liens très forts pour avoir, et je cite Synésios de nouveau, partagé une même existence selon l'esprit, la partie la plus noble de notre être. Fin de citation. Leur cohésion repose en outre par le partage de mystères qui n'ont pas vocation à être diffusés en dehors d'un cercle d'initiés. La populace, vous comprenez, n'y entendrait rien. Les néoplatoniciens craignent en effet qu'une vulgarisation de leur doctrine n'aboutisse qu'à un abaissement ou à un détournement de leur savoir. Synésios témoigne ainsi de son mépris pour les sophistes qui enseignaient la philosophie aux tout venants. L'aspect secret de son enseignement, l'attachement très fort unissant le maître et ses disciples, et les disciples entre eux, même après leur séparation, ainsi que la vocation spirituelle du maître considéré comme un être divin, on est bien loin de l'enseignement tel qu'il est conçu dans nos écoles ou nos universités. Bien sûr, l'enseignement de la philosophie, a fortiori du néoplatonisme, a pour pierre angulaire l'étude des sciences comme les mathématiques ou l'astronomie. L'enseignement d'Hypatie était donc aussi scientifique. En revanche, il semble qu'aucune œuvre d'Hypatie n'ait directement survécu jusqu'à nous, mais son travail est connu par les sources byzantines plus tardives. Elle consiste en des commentaires d'autres savants. Ainsi, l'astronome et géomètre du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Apollonius de Perge, connu pour ses travaux sur les cônes et les épicycles, les orbites irrégulières des planètes, mais aussi le mathématicien du IIIe siècle après Jésus-Christ, Diophante, souvent qualifié de père de l'algèbre. Hypatie a aussi aidé son père pour son commentaire de l'Almageste, un traité d'astronomie du IIe siècle de notre ère écrit par un savant du nom de Claude Ptolémée. Elle serait aussi l'autrice d'un canon astronomique. Il est cependant possible que certains passages du commentaire de l'Almageste par Théon aient été en fait rédigés directement de la main d'Hypatie. Il est aussi possible qu'Hypatie soit la première femme connue à avoir réalisé des instruments pratiques, comme des hydromètres gradués, des planisphères ou des astrolabes. Plusieurs sources affirment qu'elle surpassait son père, ce qui n'est pas rien, et Damascius nous affirme que son travail mathématique a eu un grand retentissement au cours du Ve siècle. Mais dans tous les cas, l'étude de ces sciences, dites aujourd'hui dures, ne sont pas indépendantes des convictions spirituelles d'Hypatie. Dans la correspondance de Synésios, la philosophie apparaît comme le secret des secrets, l'initiation permettant l'union à la divinité. Les mathématiques et l'astronomie sont des savoirs permettant de s'approcher de cet objectif, des portes vers un plus haut niveau de conscience. Même les instruments de mesure, comme l'astrolabe ou encore l'hydromètre, avaient aussi un usage divinatoire et servaient à établir des horoscopes pour connaître l'avenir. Et n'imaginez pas que la divination ait été réservée aux diseuses de bonne aventure. Elle est même considérée comme une pratique légitime. Théon, le père d'Hypatie, l'a pratiquée au même titre que les mathématiques et l'astronomie.
La philosophie revendiquée par Hypatie est donc assez éloignée du christianisme. Chez Platon, l'âme préexiste au corps et se réincarne. Le monde est par ailleurs éternel et incréé. Cela fait au moins 4 différences fondamentales avec les chrétiens, qui pensent que le monde est créé par Dieu et aura une fin, et que l'âme correspond à un corps, appelé à la résurrection. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel que de ne pas voir que la philosophie païenne professée par Hypatie participe d'une même ambiance intellectuelle que le christianisme d'alors. Comme les chrétiens, les néoplatoniciens pensent qu'il y a un salut, et qu'il n'est possible sans intervention de la divinité. Il existe d'ailleurs, à l'image de Synésios, des chrétiens néoplatoniciens, pour qui l'un des philosophes, avec un grand U, est tout simplement ce que les chrétiens appellent Dieu. Ainsi, rien dans les sources n'indique qu'Hypatie ait activement défendu le paganisme, malgré son adhésion à une philosophie non chrétienne. Elle n'a pas non plus été inquiétée par la communauté chrétienne avant la fin de sa vie. D'ailleurs, contrairement à l'école d'Athènes, l'école d'Alexandrie reste relativement neutre religieusement. Elle laisse aussi plus de place à Aristote et cherche à faire coexister harmonieusement païens et chrétiens. Mais cette coexistence harmonieuse n'existait pas toujours en dehors du cercle d'Hypatie, nous l'avons dit. Sous le règne de Théodose, les tensions entre chrétiens et païens aboutissent à un drame décisif, dont la philosophe a sans aucun doute été témoin, sans en être partie prenante. L'évêque d'Alexandrie depuis 385, un certain Théophile, appliqua l'édit de Théodose, légitimant la persécution des païens, encore nombreux dans l'Empire, et la saisine de leurs temples pour en faire des églises. Sa cible principale, le Sérapeium, cœur de la pratique du culte du dieu Sérapis, mais aussi d'autres cultes païens d'une manière générale. Les événements sont un peu troubles. Il semble que le jour où Théophile voulut s'en prendre au Sérapeium, les païens se soient barricadés dans le temple, prenant plusieurs chrétiens en otage, dont beaucoup seront torturés et tués. S'en serait suivi un siège entrecoupé de plusieurs sorties sanglantes des païens contre les assiégeants. L'évêque finit par en appeler à l'empereur. Ce dernier publie un édit imposant aux païens de livrer le temple aux chrétiens contre une amnistie de tous les assiégés. Les rouleaux de la bibliothèque du Sérapeium d'Alexandrie sont détruits, ainsi que la grande statue de Sérapis qui se trouvait dans le temple, que Théophile transforme en église dédiée à Saint Jean. De nombreux païens quittent Alexandrie suite à cet incident. Désormais, la culture païenne survit au sein des écoles de rhétorique et de philosophie, où officient des savants comme Hypatie. Plusieurs intellectuels païens participèrent à la défense du Sérapeium, mais pas Hypatie. En tout cas, aucune source ne le mentionne, et il est peu probable que nos sources n'en aient pas parlé si cela avait été le cas. Ici encore, on voit qu'Hypatie n'est pas une partisane zélée des cultes païens. Pour elle, dans sa conception élitiste de la spiritualité, les cultes ne sont au mieux que les ornements de la tradition spirituelle grecque, mais l'essentiel n'était pas là. On ne peut donc pas faire d'Hypatie ni une athée, ni une païenne militante. Voilà à peu près ce qu'on peut dire d'Hypatie de son vivant. Reste donc un dossier épineux à traiter, celui de sa mort. Chaque époque a donné de la mort d'Hypatie une version qui correspondait à ses propres enjeux. On en fait une libre penseuse, victime du fanatisme religieux, une femme indépendante, victime de la misogynie de l'Église ou de la société patriarcale au sens large, une héroïne de la raison, fauchée par l'obscurantisme. Il y a sans doute un peu de vrai dans chacune de ces lectures, mais elles occultent à chaque fois l'une des dimensions essentielles de l'événement. Peut-on éclaircir tous les aspects de la mort d'Hypatie? C'est ce que je vais essayer de faire. Il faut pour cela revenir aux sources. Socrate le scolastique, souvenez-vous, souligne sans ambiguïté que le meurtre d'Hypatie doit beaucoup au contexte politique de la cité d'Alexandrie. Certes, nous l'avons dit, sa vie n'avait pas été perturbée sous l'épiscopat de Théophile, même si on peut imaginer que la chute du Sérapeium ne l'avait pas laissée totalement indifférente. Toujours est-il qu'elle n'avait pas été persécutée. Pourtant, Théophile ne faisait déjà pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Sa dureté, son autoritarisme et son intransigeance lui ont valu des plaintes émanant certes des païens d'Alexandrie, on les comprend, mais aussi de certains moines du désert de Nitrie, dont nous verrons qu'ils n'étaient pas des tendres non plus, mais aussi de l'évêque de Constantinople, Jean Chrysostome. Ça fait beaucoup, et ça ne va pas s'arranger. En octobre 412, l'évêque Théophile casse sa pipe. Son neveu, Cyril, prend la succession le 17 octobre 412, après plusieurs jours de campagne. Dans la lignée de son oncle, Cyril prétend renforcer l'influence de l'Église, mais il va plus loin, en cherchant à imposer son autorité à celle des autorités civiles, représentantes de l'empereur.
Sous le préfet Oreste, dont Hypatie est proche, une rivalité politique dans laquelle chaque camp instrumentalise les communautés religieuses les unes contre les autres prend place. Cyril, malgré son lien de famille avec Théophile, le soutien d'une grande partie du clergé, des moines et d'une partie du peuple d'Alexandrie, ne part pas gagnant dans cette rivalité. Son élection a en effet été disputée, certains lui préférant un certain Timothée, archidiacre de Théophile, soutenu par le gouverneur militaire de l'Égypte, ce qui montre que toute la communauté chrétienne d'Alexandrie ne faisait pas bloc derrière lui. Cyril est en effet un ambitieux et un intransigeant. Il s'en prend d'ailleurs pour commencer non pas aux païens ou aux juifs, mais à des chrétiens hétérodoxes, les Novatiens, qu'il fait expulser d'Alexandrie. En 414, sur fond de tensions entre chrétiens et juifs alexandrins, un partisan de Cyril est pris à partie par des juifs. Cyril menace ces derniers de représailles. Oreste, qui vient de prendre son poste de gouverneur à Alexandrie, prend le parti des juifs contre Cyril, pensant ainsi obtenir leur soutien contre l'évêque qui tente de saper l'autorité impériale. Mais à ce petit jeu, on finit toujours par être dépassé, et ce sont des innocents qui trinquent. Fort du soutien du préfet, certains juifs organisent une réponse violente contre les partisans de Cyril. Un soir, ils font courir le bruit qu'une église, l'église Saint-Alexandre, est la proie des flammes, où de nombreux chrétiens accourent pour finalement tomber dans une embuscade dans laquelle plusieurs sont massacrés. En réaction, Cyril, ses sbires et une foule chrétienne fanatisée envahissent le quartier juif et s'adonnent au pogrom, occupant les synagogues, expulsant les juifs de la ville sans qu'Oreste ne parvienne à les protéger. Cyril et Oreste en appellent tous les deux à l'empereur, Théodose II, fils d'Arcadius et petit-fils de Théodose. Cyril finit par proposer une réconciliation officielle à Oreste. Lors de cette réconciliation, il lui aurait tendu les évangiles, qu'Oreste aurait refusé de prendre, ne voulant donner aucun gage de soumission à Cyril. Ce geste jette de l'huile sur le feu et le fait passer pour un crypto-païen, ce que sa proximité avec Hypatie semble confirmer aux yeux d'une partie de l'opinion. La rumeur enfle et atteint les oreilles des moines du désert égyptien. 500 d'entre eux rompent leur isolement et se rendent à Alexandrie, accusant Oreste d'idolâtrie. L'un d'entre eux lui lance même une pierre au visage. Le préfet ne doit la vie qu'à l'intervention de citoyens alexandrins. Le coupable, un certain Ammonios, est arrêté et mis à mort. Cyril en fait un martyr du nom de saint Thomasius ou Thomase. À quoi ça tient la sainteté parfois ? Entre le préfet et l'évêque, la rupture est définitive. Oreste rassemble autour de lui l'élite païenne et les chrétiens hostiles à l'intransigeance de Cyril. Car ils existent, ces chrétiens. L'indignation de Socrate le scolastique, dans son chapitre dédié à ce triste épisode, en témoigne. Socrate, Damasius, ainsi que Jean de Niciou insistent sur l'influence morale et politique d'Hypatie à Alexandrie, que ce soit pour la célébrer ou la critiquer. Enseignante, savante, aristocrate, sainte pour certains de ses disciples, Hypatie était aussi une personnalité publique, dont la vertu et la chasteté renforçaient le prestige. Elle était ainsi sollicitée par les autorités civiles pour la gestion des affaires de la cité, ce qui était extrêmement rare dans le monde grec et romain. Pour l'historienne Maria Dzielska, Hypatie prit une part active dans la lutte contre Cyril, aidant le préfet à constituer un véritable parti politique grâce à ses soutiens dans la bonne société alexandrine, notamment auprès des officiels, les archontes, pour la plupart déjà chrétiens. Dzielska pense pouvoir affirmer qu'Hypatie s'opposait à la conception théocratique de Cyril au nom du respect de l'autorité impériale, une forme de laïcité avant l'heure, quoi. C'est possible, mais les sources n'en parlent pas clairement. Quoi qu'il en soit, le soutien d'Hypatie à Oreste a probablement inquiété le parti de l'évêque, car elle avait, à travers ses disciples et son propre réseau, le soutien d'une partie des chrétiens, non seulement à Alexandrie, mais dans tout l'Orient romain, jusqu'à Constantinople. Une influence qui en faisait une menace sérieuse. Mais si elle a des soutiens dans les élites, pour le démos d'Alexandrie, le petit peuple, Hypatie n'est personne. Ce manque de soutien populaire a sans doute pesé lourd dans la balance. Cyril profite en effet de cette distance avec le peuple pour la diffamer, en l'accusant de sorcellerie. Or, la magie noire est un crime, et c'était déjà le cas à l'époque où l'Empire était encore païen. Cela permettait à Cyril de présenter Oreste comme la victime de son influence néfaste, et donc de l'attaquer indirectement. On trouve l'écho de ces rumeurs dans le récit de Jean de Niciou. Je cite. « En ces temps, il y avait à Alexandrie une femme païenne, philosophe, nommée Hypatie, qui constamment occupée de magie, d'astrologie et de musique, séduisait beaucoup de gens par les artifices de Satan. Le préfet de la province l'honorait particulièrement, car elle l'avait séduit par son art magique. » Fin de citation. Dans ces luttes d'influence politique, Hypatie devint un enjeu, un symbole, et c'est en tant que symbole qu'elle sera attaquée. Là encore,
c'est Socrate le scolastique qui livre le récit le plus vraisemblable des faits. C'est en mars 415 que s'enclenche la mécanique du crime. Un lecteur ecclésiastique, du nom de Pierre, rassemble des hommes qui auraient enlevé Hypatie dans la rue, l'auraient traîné jusqu'au Césareum, un édifice autrefois consacré au culte de l'empereur, et l'auraient tué à coups de tessons de poterie, avant de brûler ses restes dans un lieu nommé Cinaron, qui n'est pas identifié. La Boulée, où Hypatie était considérée comme une citoyenne de premier plan, rédige une plainte contre Cyril et ses nervis. L'empereur réagit par une ordonnance et réaffirme l'autorité du préfet d'Égypte, limite les pouvoirs de l'évêque et son autorité sur les Parabalani, des moines soigneurs qui étaient à sa solde. Ces derniers voient en outre leur déplacement dans la cité restreint. On pourrait penser qu'il s'agit d'une victoire du parti d'Oreste. De fait, cependant, l'opposition à Cyril semble disparaître à partir de la mort d'Hypatie. On perd la trace d'Oreste, qui a peut-être demandé son congé à Constantinople. Les mesures contre les Parabalani sont en outre annulées dès 418. Aucun coupable ni aucun responsable ne sera puni. Voilà ce que l'on sait. Mais il reste des zones d'ombre. Ainsi, il n'y a aucune preuve définitive du rôle qu'aurait joué ou non Cyril dans le meurtre d'Hypatie, même si des soupçons légitimes existent, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean de Nicchio va nous être une nouvelle fois utile. Vous vous souvenez, c'est cet auteur qui est hostile à Hypatie, et qui en fait une sorcière. Jean de Nicchio établit également un lien entre la mort d'Hypatie et l'action de Cyril. Voici la version qu'il donne de sa mort. Je cite. « La foule des fidèles du Seigneur, sous la conduite de Pierre le magistrat, qui était un parfait serviteur de Jésus-Christ, se mit à la recherche de cette femme païenne qui, par ses artifices de magie, avait séduit les gens de la ville et le préfet. Ayant découvert l'endroit où elle se trouvait, les fidèles, en y arrivant, la trouvèrent assise en chair. Ils l'en firent descendre et la traînèrent à la grande église nommée Césaria. Puis, l'ayant dépouillée de ses vêtements, ils la firent sortir, la traînèrent dans les rues de la ville, jusqu'à ce qu'elle mourût, et la portèrent en un lieu appelé Cinaron, où ils brûlèrent son corps. Tout le peuple entourait le patriarche Cyril, et le nommait le nouveau Théophile parce qu'il avait délivré la ville des derniers restes de l'idolâtrie. » Fin de citation. Jean de Nicchio écrit cependant 2 siècles après les faits, et même si Cyril n'a jamais désavoué ni le meurtre ni les meurtriers, sa responsabilité directe reste improuvée. On peut cependant difficilement ne pas pointer du doigt sa responsabilité au moins indirecte, lui qui entretenait un climat de haine depuis plusieurs années. Il n'a donc pas eu besoin de donner des ordres directs pour arriver à ses fins. Qu'en est-il des auteurs du crime, les bras armés de Cyril ou des fanatiques? Ils ne sont pas non plus clairement identifiés. Plusieurs groupes de suspects sont possibles. Tout d'abord, les Parabalani, une communauté chrétienne apparue au IIIe siècle de notre ère, à Alexandrie et Constantinople. Ces membres étaient recrutés parmi les plus pauvres, et ils prenaient en charge les malades et l'enterrement des morts lors des épidémies. Ils servaient aussi de milice à l'évêque d'Alexandrie quand il fallait faire le coup de poing. On envisage aussi la responsabilité des moines du désert de Nitrie, dont parle Jean de Nicchio. Ces moines existent aussi depuis le IIIe siècle, et certains Parabalani en étaient peut-être issus. C'est eux qui avaient fomenté l'émeute à l'issue de laquelle Oreste avait été blessé. La plupart étaient des Égyptiens ruraux et analphabètes, hostiles par principe à la philosophie, même chrétienne. On peut aussi envisager le rôle des marins du port d'Alexandrie qui portaient une dévotion particulière à l'apôtre Marc, fondateur de l'église d'Alexandrie selon la tradition. Or, le Césareum, où Hypatie fut tuée selon les 2 versions concordantes, se situait près du port. Dans tous les cas, une chose est certaine, Hypatie est tombée sous les coups de chrétiens fanatisés. Entrant désormais dans la légende, son nom restera, jusque sous l'Empire byzantin, un synonyme de science et de sagesse, avant d'être réapproprié à l'âge des Lumières. Que retenir de cette histoire? Hypatie d'Alexandrie, comme tous les personnages historiques, s'éloignent de nous quand ils sont replacés dans leur contexte. À mesure qu'on les comprend un peu moins mal, la distance temporelle qui nous sépare semble s'allonger. J'avais aussi, avant de me lancer dans l'écriture de cet épisode, une image d'Hypatie, façonnée non pas par la littérature mais par le cinéma. Pour moi, Hypatie, c'était ce personnage incarné par Rachel Weisz dans le film Agora de Pedro Amenábar. Une femme de science à la limite de l'athéisme, ouverte d'esprit, généreuse, bienveillante y compris avec ses inférieurs, adulée par ses disciples, concernée par les affaires publiques, tolérante au sens quasi moderne du terme. Une femme trop en avance sur son temps en somme. On a beau savoir que c'est du cinéma, rien ne vaut les sources. Bien sûr, l'Hypatie que nos sources nous permettent d'appréhender n'est pas l'inverse du portrait peint par Pedro Amenábar, mais elle est radicalement différente. Une femme indépendante? Oui, mais une exception dans une société dominée par les hommes, il faut quand même s'en souvenir. Une femme de science? Incontestablement,
à condition de se rappeler que la science n'a pas la définition qu'elle a aujourd'hui. Une humaniste, ce serait anachronique. Elle reste une aristocrate dont le rapport au savoir est élitiste. Alors vous me direz que c'était aussi le cas de nombreux humanistes de la Renaissance. Mais il y a quand même dans la définition qu'on a aujourd'hui de l'humanisme, l'idée que le savoir doit être universel. Adulé par ses disciples, c'est vrai. Mais la frontière entre l'enseignante et le gourou est dans son cas un peu fine. Je donne ici dans la provocation un peu gratuite. Je n'accuse pas Hypatie d'avoir été le gourou d'une secte, ça n'aurait pas de sens. Rien dans les sources n'indique qu'elle ait abusé de son influence sur ses disciples. Mais reconnaissez que si on fait abstraction du contexte de l'Alexandrie de la fin du 4e, début 5e siècle de notre ère, ce rapport qu'elle a avec ses disciples, ou plutôt que ses disciples entretiennent avec elle, puisqu'on n'a pas son point de vue à elle, ressemble vraiment à la relation d'un disciple avec un leader charismatique. Et ça, c'est pas vraiment ma conception de l'enseignement, et je pense que ce n'est pas la conception de la plupart des enseignants. Ici, l'anachronisme nous permet de mesurer à quel point il y a un écart entre notre contexte contemporain et le contexte d'Hypatie, et le sens que l'on donne au même mot, ici l'enseignement. Sa mort est aussi souvent prise comme le symbole d'un monde qui bascule dans une nouvelle ère. Là aussi, c'est un effet d'optique dont il ne faut pas être dupe. Il existe des indices de la persistance du paganisme en Égypte jusqu'au VIe siècle, autour de sanctuaires comme celui d'Isis à Philae, ou autour d'Alexandrie. Les écoles philosophiques y persistent d'ailleurs jusqu'au milieu du 7e siècle avec la conquête arabe. Héraclès y développa le néoplatonisme après la mort d'Hypatie. Et les écoles d'Alexandrie connurent d'ailleurs leur apogée au tournant des 5e et 6e siècles. Hypatie est toujours utilisée pour servir de support à un discours sur la religion, l'Église ou le christianisme en particulier. Pas toujours négatif d'ailleurs. Les auteurs qui s'en emparent la mettent toujours en scène dans la fleur de l'âge. Elle est même parfois un symbole de liberté sexuelle, ce qui est plus discutable puisque c'est justement sa chasteté et sa tempérance, elle resta vierge toute sa vie, qui faisait l'admiration de ses contemporains. À moins évidemment de considérer qu'en choisissant de ne pas avoir de vie sexuelle et de refuser le mariage, elle a usé de sa liberté sexuelle, ce qui peut tout à fait s'entendre. Y a-t-il eu de la misogynie dans les motivations des tueurs? La mort d'Hypatie est-elle un féminicide? Sans doute, mais dans les faits, on n'en sait rien, même si l'accusation de sorcellerie le suggère fortement, puisqu'elle était un moyen d'attaquer sa réputation en tant que femme. Cette dimension de son assassinat contribue à en faire un symbole de la raison persécutée par l'obscurantisme. Mais sa mort fut plus politique que religieuse. Cyril ne s'en est pas prise à elle parce qu'elle était païenne. Il ne s'en est d'ailleurs prise aux païens qu'après sa mort. C'est en tant que sorcière et non païenne qu'elle a été assassinée, mais surtout en tant qu'obstacle à la politique de l'évêque. Alors, qu'est-ce que la mort d'Hypatie a à nous dire? Je vous en laisse juge, et vous renvoie vers ma bibliographie et notamment vers l'étude de Maria Dielska. Merci d'ailleurs à la librairie Denatura Rerum d'Arles qui m'a permis de mettre la main sur ce livre qui m'a été très utile. Pour ma part, la mort d'Hypatie nous rappelle les dangers du mélange des genres entre la religion et le pouvoir. Mais il n'est pas interdit d'y voir autre chose, et elle restera sans doute longtemps une source de méditation pour tous ceux qui savent que le libre usage de la raison est un acquis fragile. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, puisqu'une vidéo sur le film Agora est en préparation et sortira sur cette chaîne. Cela fait maintenant 1 an que le podcast existe et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie. Pour nous retrouver, toutes les infos sont en description. Prenez soin de vous et en attendant, n'oubliez pas, restez calme et écoutez les historiens.